Merci Stéphane. Bonjour à tous. Je suis vraiment content d'être là, pas parmi vous. Donc, je travaille pour Come2Camp, qui est une entreprise de services spécialisée dans l'open source, dans le domaine du géospatial, mais aussi dans l'infrastructure et dans les ERP. C'est une filiale du groupe Swisscom aujourd'hui. Donc, je suis développeur, je suis architecte, je suis contributeur dans des projets open source comme OpenLayers et Cesium, et mainteneur de différentes bibliothèques open source que j'ai initiées auxquelles je participe. Donc là, sur la photo, vous pouvez me voir, c'était au code sprint OpenLayers à SASFE, le dernier code sprint. En parallèle de ça, je fais partie de la direction technique du département géospatial de Come2Camp, et vous allez voir un peu plus tard en quoi c'est utile. Alors, le SIG open source, initialement c'était vraiment 2D avec OpenLayers, puis ensuite est arrivée la 3D. Avec Cesium.js, et ça a ouvert vraiment de nouvelles possibilités de visualisation et d'interaction. Et aujourd'hui, on constate vraiment l'arrivée du BIM dans les systèmes SIG que l'on utilise. Et là où c'est différent de ce qui a pu se faire avant, c'est qu'aujourd'hui, cet affichage, cette interaction avec le BIM se fait directement dans le logiciel SIG et n'est pas une pièce rapportée qui tourne à côté et qu'on va un peu artificiellement lier pour l'utilisateur. Donc dans cette présentation, moi je vais me concentrer vraiment sur l'open source et sur trois aspects, donc les formats ouverts et ce qu'ils apportent, les logiciels open source, et en prenant l'exemple en fait sur des projets sur lesquels j'ai moi-même vraiment travaillé, donc vraiment des choses concrètes, et donc comment on peut collaborer en fait autour des jumeaux numériques. Alors, la première chose que je veux vous montrer, c'est Cesium.js, parce que c'est vraiment c'est l'open layers de la 3D. Et donc c'est une bibliothèque JavaScript open source qui permet d'afficher et d'interagir avec des globes 3D. Elle est née vraiment donc bien qu'elle soit née d'une entreprise privée, LGI, en fait, si on regarde derrière, elle a été initiée, elle a été portée par des personnes qui sont issues du monde académique. Et en fait, ça, c'est vraiment très intéressant. Et je pense que ça a eu beaucoup d'impact parce qu'en fait, c'est des gens qui ont écrit des livres, et qui ont écrit des articles scientifiques et qui participent à des conférences, notamment le SIGGRAPH, qui est vraiment la grande conférence du computer vision, computer graphics, pardon, du computer graphics. Voilà, donc on verra après au niveau des fonctionnalités. Donc c'est open source, les gens sont ouverts pour les contributions, et en fait on constate vraiment que c'est une communauté avec vraiment qui fait attention, avec une bonne communication, des releases qui sont très régulières, un forum sur lequel on peut parler avec les développeurs. Alors, le premier logiciel auquel je veux vous parler, c'est GeoAdmin, donc un logiciel de la Confédération. C'est un géoportail 2D 3D. Et en fait, j'ai travaillé dessus il y a déjà 10 ans. En 2015, on a en fait ajouté la 3D dans ce géoportail qui était 2D. Voilà, donc là vous pouvez voir à peu près qu'est-ce qu'on peut faire avec.
Et alors, un point intéressant, en fait, tout le long de ma présentation, vous allez trouver des slides avec des codes QR. Vous pouvez prendre une photo et puis pour après revenir dessus. Ça va vous pointer sur les démos, sur le code source ou sur les spécifications associées. Et puis à un moment, la présentation au format PDF va apparaître aussi sur le site de Géoromandie. Et en fait, vous pouvez ouvrir là-dedans et puis cliquer directement le QR code, c'est aussi un lien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce GeoAdmin? En fait, il y a vraiment un OpenLayers qui gère la partie 2D, et c'est historique, il était là, et on a ajouté un Cesium qui va gérer la partie 3D. Il y a un bouton, on passe en 3D, on peut, donc il y a une transition, il y a une synchronisation, la vue est la même quand on est en 2D, en 3D, on revient. Il y a une synchronisation du contenu, des couches. Tout ça, c'est fait par une bibliothèque qu'on a utilisée, et qu'on a en fait créé et développé dans l'organisation OpenLayers, qui est OL Cesium. Donc en fait, quand on a travaillé sur GeoAdmin, on a aussi contribué à cette bibliothèque, parce que en fait, tout ce travail 2D, 3D, synchronisation, c'est quelque chose que n'importe quelle application peut avoir utilité, pas seulement le GeoAdmin de la Confédération. Un point qui est intéressant, qui était vraiment nouveau, au-delà de cet aspect 2D, 3D, bâtiment, végétation ou autre, c'est quelque chose qui a été perdu dans la dernière réécriture, c'était une vue immersive. Donc on avait là la capacité d'entrer dans un simulateur, et vraiment c'était une révolution de la sensation qu'on a quand on interagit avec un géoportail. Donc tout ça, les bâtiments, tout ça, c'est des sources, c'est du site IGML, le terrain, ça appartient de GeoTIFF. Alors, est-ce que ça, c'est un jumeau numérique? Moi, personnellement, donc on a vu que voilà, c'est pas facile de vraiment donner une définition, mais moi, personnellement, je dirais que non. C'est vraiment un viewer. L'orientation, le but, c'est vraiment exposer de la donnée 2D ou 3D, mais c'est pas de faire une tâche particulière, d'aboutir à une tâche particulière avec l'utilisateur. Voilà, c'est mon point de vue. Donc ça, c'est libre, hein, c'est BSD, vous pouvez le télécharger et l'utiliser pour vous. On avance de 4 ans, on est en 2019, on est toujours à la Confédération, et là, le besoin, c'est de visualiser et d'interagir avec des couches géologiques, et aussi des objets qui sont sous la surface, comme des forages ou les points, les foyers en fait, des séismes. Et en fait, c'est un projet qui était extrêmement ambitieux, parce que à l'époque, dans Cesium, il n'y avait pas du tout la capacité d'aller réellement sous le terrain. Certains types de visualisation, ils voulaient avoir du voxel, c'est ce qu'on trouve dans Minecraft, parce que c'est vraiment utile pour les géologues. Ça n'existait pas, mais voilà, le projet, il s'est lancé avec l'état où on était Cesium. Et voilà. Et donc vous en en doutez, ce qui s'est passé, c'est que les parties manquantes, elles ont été ajoutées. On voit bien, maintenant ça marche. Il y a eu ce travail qui a été fait. Et chose très intéressante, oui, la Confédération avait besoin de ça. Les géologues en avaient besoin pour pouvoir interagir dans un navigateur plutôt que dans une application spécialisée. Mais ça n'a pas été fait uniquement dans cette application métier, mais ça a été en fait fait en collaboration avec les gens de Cesium, et ça a été reversé dans le code source de Cesium. Et aujourd'hui, quand n'importe qui crée un projet 3D et qui regarde quelque chose sous le terrain, et bien en fait, c'est grâce à ce projet. C'est ce projet-là qui a aidé à financer ça. Et aujourd'hui, même si la Confédération ne finance plus rien dans ses développements pour la vue 3D, en fait, on continue à en récolter les fruits, parce que d'autres créent des projets, d'autres ont des besoins, et la maintenance, les optimisations continuent à être faites, et donc il y a vraiment du donnant-donnant.
Alors qu'est-ce qu'on en fait? Je disais, c'est pour les géologues, en fait, il y a vraiment, moi je trouve, une focalisation, un objectif particulier. Il y a une collaboration qui peut être faite. On peut créer des vues, on peut créer des projets, partagés entre géologues. Et moi, personnellement, je trouve que ça ressemble bien à un jumeau numérique pour moi. J'ai appuyé je sais pas quoi. Ah oui, pardon, j'étais pas sur la bonne slide, mais c'est pas grave. Alors, j'ai parlé de couches 3D, des choses comme ça. Alors, ça nous amène à un format GLTF et le format 3D Tiles. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le 3D Tiles, c'est un tuilage de modèles GLTF. C'est un standard OGC. Et le GLTF, eh bien, c'est vraiment le JPEG de la 3D. C'est un format, c'est un standard aussi du groupe Chronos. Donc Chronos, c'est OpenGL, WebGL, toutes ces choses vraiment graphiques. Le but de ces formats-là, c'est vraiment d'amener la donnée, transmettre en fait ces modèles pour la visualisation, vraiment pour que ça passe au travers d'un réseau. Et pour ça, il faut de l'optimisation, il faut accepter un certain niveau de perte. Et ça, en fait, ça n'existait pas. Donc ça a été créé aussi, ces deux formats-là, par les gens chez Cesium. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, pour nous, c'est vraiment des choses du SIG. Mais en fait, si on y réfléchit, c'est des choses qui sont vraiment beaucoup plus larges, qui sont vraiment du computer graphics et qui, en fait, sont adoptées beaucoup plus largement que le monde SIG. Et ça, en fait, c'est très intéressant parce que finalement, on a le bénéfice, en fait, de tout un écosystème qui est bien plus large que notre monde SIG et qui va pouvoir développer des outils, qui va développer des transformations, qui va améliorer en fait ces standards. Et donc en fait là encore, on en bénéficie tout le temps. Alors, on avance encore. Là, c'est Cesium, encore Cesium, donc c'est le projet REN 3D. L'objectif, c'était, à partir d'un socle commun, de pouvoir créer divers jumeaux numériques, vraiment basés sur des cas d'usage précis. Donc, on en voit un, c'est l'aménagement urbain, et l'autre, c'est le potentiel solaire. Alors moi, je trouve que c'est... Donc voilà, après, avec des outils, placement des panneaux solaires, des aspects participatifs entre les gens. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est cette approche, un socle plus des jumeaux numériques par-dessus. C'est ce qui rend plus facile, en fait, la création de nouveaux jumeaux numériques. Mais par contre, ce que je vois, c'est que c'est un peu dommage. En fait, on est passé à côté de quelque chose. C'est en fait d'aller au-delà du propre besoin en fait de la métropole de Rennes. Quelqu'un qui a exactement le même besoin, et en fait, il ne peut pas reprendre parce que ça n'a pas été designé pour être utilisé ailleurs avec d'autres données. Donc voilà, peut-être qu'il aurait été intéressant de rendre ça configurable, dans ces cas d'usage configurables, de créer peut-être une communauté. Et donc ça, c'est quelque chose, donc je disais en introduction, je fais partie de la direction technique du géospatial à Chem2Camp, et on en a discuté entre collègues. On a dit, mais en fait, c'est vraiment dommage, il semble qu'il manque quand même dans l'écosystème open source un projet qui a cet objectif de collaboration, qui a cet objectif finalement de peut-être créer des cas d'usage et dans lequel on va pouvoir partager, standardiser et partager. Donc on a lancé une expérimentation donc voilà, avec ce socle qui permet d'avoir du code partagé Cesium, qui permet d'avoir un environnement de dev, qui permet d'avoir une CI, qui permet d'avoir tout ce qu'il faut avec Docker pour partir en production. Au-dessus duquel on va créer des cas d'usage. Donc on a vu par exemple du solaire, par exemple de l'aménagement urbain, et en disant en fait ça c'est vraiment une fonctionnalité, on veut ce cas d'usage, mais on ne met pas la donnée directement dedans. Parce que ça, en fait, la donnée, elle vient par-dessus, c'est des jumeaux numériques spécifiques,
Rennes en a un, peut-être Lausanne en a un. C'est quoi la différence? En fait, c'est la donnée. C'est qu'à Rennes, on a la donnée de Rennes, on a l'Efri Digest de Rennes, et puis à Lausanne, on a l'Efri Digest de Lausanne. Mais pourquoi tout refaire? Donc tout ça, c'est du BSD. Enfin, tout ce que je parle, tout est open source. Hein. Donc je ne vais pas revenir tout le temps. Et donc un exemple comme ça de cas d'usage qu'on a créé, c'est sur la gestion d'assets en 3D. C'est quelque chose qu'on a fait en 2025. L'idée, c'est voilà, vous devez gérer un patrimoine, par exemple des châteaux, etc. Eh bien, vous avez une modélisation Free Details et le cas d'usage, c'est d'être capable de regarder à quel endroit ça s'abîme, à quel endroit il y a un danger, répertorier tout ça en 3D. Donc, on a la visualisation et en offline, on vient poser un point et puis on va être capable de faire des mesures, on va d'associer à ce point de la donnée qui vient d'un formulaire qu'on peut définir de manière spécifique. Donc là, ce qu'on voit, c'est la démo qu'on a créée. Donc c'est un jumeau numérique particulier de démo. Et puis j'ai présenté ça en juillet dernier au Phosphorgy. Donc si ça vous intéresse vraiment dans les détails, vous pouvez aller voir ça. À droite, c'est cette démo avec ce formulaire. À gauche, c'est celle d'un client avec sa donnée qui est bien plus précise, bien plus belle, et puis son formulaire qui est adapté à son besoin à lui. Alors, GeoBeam, le format IFC, Romain en a un peu parlé. C'est quoi en fait? Au niveau spécification, c'est un standard ouvert ISO, c'est interopérable. Le but, c'était vraiment d'être capable d'échanger entre des logiciels différents, souvent propriétaires, avec leur propre format entre eux. Et alors c'est très intéressant, donc comme a dit Romain, ça supporte les CRS, les transformations, mais malheureusement, c'est pas toujours présent dans l'IFC. Donc nous on a un peu joué avec et on a créé une petite bibliothèque qui est IFC GLTF qui permet à partir d'un IFC dans un contexte web de passer en GLTF affichage dans Cesium. On s'est largement inspiré de ce qu'avait fait l'équipe Ouzufly, donc merci à eux et aussi tout ça dépend de pas mal de briques open source. Un autre cas d'usage qu'on a voulu regarder un petit peu, c'est les permis de construire. Donc ça, c'est des choses qui ont été présentées aussi juste avant. Donc là, on peut voir, il y a un bloc qui est gris. Eh bien, c'est un bloc qui vient prendre la place d'un bâtiment existant. La mécanisme, c'est quoi? C'est à droite, de haut en bas, voilà, on a une couche avec les bâtiments existants, on dessine un polygone, on clique dessus, on le cache, et puis à la place qu'on a, peut-être on va drag and dropper, charger un IFC, le transformer ou un GLTF, le positionner peut-être directement devant l'outil. Alors, comment on fait pour collaborer? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est le concept de groupe d'utilisateurs. Donc là, c'est un exemple qui sort du monde vraiment 3D. C'est des choses qui existent depuis longtemps. Le GeoMapFish, c'est un projet qui existe depuis au moins 2011. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un groupe d'utilisateurs, donc des cantons, des villes, des entreprises, qui se mettent ensemble et qui vont venir financer une vision et un logiciel qu'ils vont utiliser eux-mêmes. Donc voilà, qu'est-ce qu'on gagne quand on est dans un user group? Une direction de projet, des financements, un cofinancement, peut-être une résilience quand il y a quelque chose qui ne va pas pour soi, peut-être les autres vont pouvoir aider à passer le cap. La technologie aussi, elle est périssable, donc il y a des choses à partager ensemble pour avancer. Donc on partage, on reçoit, on accueille on peut accueillir des nouveaux venants. C'est vraiment, moi je pense que c'est ça l'essence du logiciel libre. Alors maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est et vous, comment vous voyez les choses, qu'est-ce que vous faites? Donc j'ai des questions du type, voilà, est-ce que vous avez des applications 3D, web, vous faites des jumeaux numériques, c'est des choses que vous avez fait, c'est en cours, c'est en termes d'idées, vous faites du propriétaire, pourquoi du logiciel libre, et puis est-ce que vous pensez à la communauté, est-ce que ça fait partie de votre équation?
Donc là, c'est des questions que moi j'aimerais bien avoir. Je ne sais pas si là on est dans un format où vous pouvez répondre directement, mais là j'ai mis un QR code, vous pouvez le prendre en photo. Ça aboutit à un formulaire, vous pouvez comme ça partager avec moi des choses et moi je regarderai ça, j'essaierai de agréger tout ça et puis de le partager avec tous ceux qui se seront montrés intéressés. Voilà. Merci à vous. Merci Guillaume. Alors nous allons switcher sur les questions qui sont nombreuses. Quels outils ou plateformes Camp2Camp utilise-t-elle ou recommande-t-elle pour relier le BIM et le SIG? Exemple, FME, GeoServer, Revit, QGIS, etc. Alors c'est une bonne question. Alors c'est vraiment une très bonne question même. C'est vrai que j'ai un peu pris la tangente, on va dire. Mais bon, c'est un élément que je voulais mettre en avant, c'était les formats ouverts. Et c'est vrai que je l'ai peut-être pas bien dit, c'est que moi je trouve que ce que les formats ouverts ils apportent, c'est que finalement ils permettent d'isoler la partie visualisation logicielle avec la partie préparation de la donnée. Donc finalement, quelle que soit la manière avec laquelle vous allez préparer la donnée, vous pourrez la consommer dans du logiciel libre qu'on fait aujourd'hui. Alors, en termes de logiciel, bah ouais, c'est pas mal de FME, même si beaucoup de gens se posent des questions aujourd'hui sur ça. Oui, moi j'ai surtout entendu du FME. Après, bon, bah, Cesium, ils ont une grosse offre, ils ont été rachetés par Bentley Systems, et donc il y a vraiment beaucoup de travail qui est fait pour intégrer dans leur offre propriétaire Cesium Ion des choses qui vont convertir les IFC, donc ça c'est aussi des possibilités. Mais voilà, moi je voulais pas trop en parler parce que tout ça c'est propriétaire. Mais maintenant, voilà, c'est vrai que ces formats ils sont open source, ils sont ouverts, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de programmes open source qui permettent de faire ces conversions. Merci Guillaume. Deuxième question. Avez-vous des exemples concrets d'architecture technique intégrant GeoServer, Postgres SQL, PostGIS et des données BIM? Pas vraiment, non. Alors en fait, on a plutôt des choses qu'on a fait avec Postgre. On peut faire du MVT, donc Mapbox 2D. Ça, c'est vraiment des choses qu'on fait depuis un long moment. Il y a un peu l'équivalent pour faire de la génération avec encore avec Postgre, où on peut faire des choses BE3DM qui était le nom avant du format, des éléments dans le format FreeDTiles. Mais on l'a pas vraiment fait, on l'a pas vraiment poussé. Mais effectivement, il existe des logiciels qui permettent de faire ces transformations. Après, c'est vrai que quand même, très souvent, c'est pas des choses qui se font dynamiquement sur la donnée. On a quand même tendance à faire des transformations une fois pour toutes sur l'ensemble en fait du jeu de données. Et puis à la fin, ça va faire des fichiers statiques qu'on va stocker quelque part et qu'on sert sans se poser de questions en fait de serveurs applicatifs pour ça. Il n'y a pas besoin, en fait, la plupart du temps. Merci. Encore une ou deux questions. Le fait de ne pas avoir de point de référence projeté dans le GLTF ne représente pas une difficulté. Quel est votre point de vue sur CityJSON et CityGML? Alors, moi, je ne maîtrise pas trop le truc dans référence projetée, d'avoir de points de référence projetés dans le GLTF. Je ne comprends pas exactement la question, mais comme je disais, il y a quand même le concept de projection dans l'IFC. Alors, effectivement, il n'est pas dans le GLTF. Oui, effectivement. Mais par contre, c'est vrai qu'on peut toujours, même si on a un seul GLTF, le mettre dans un FreeDTiles, et puis là, ça sera géoréférencé. Mais oui, c'est vrai que quelque part, c'est un peu dommage de ne pas pouvoir directement faire le travail.
Et alors, l'autre point sur CityJSON, CityGML, en fait, c'est très intéressant. Comme je disais, en fait, il y a 10 ans, en fait, c'était déjà disponible. Il y avait des outils qui permettent de passer du CityGML vers des free details. Moi, je pense que c'est bien, il faut l'utiliser. Après, c'est vrai que le BIM, pour moi, ça va plus loin que ça, en fait. Le CityGML, c'est quand même plutôt l'enveloppe, même si, en théorie, ça, on pourrait aller plus loin. Voilà, je pense que là, l'idée, c'est surtout... en fait, c'est Data Architect, ils ont leur format, donc Revit, on voyait tout à l'heure des choses comme ça. Puis ça, c'est vraiment devenir de l'IFC, et puis c'est pas transformé en CityGML, je pense. Très bien, on va pouvoir passer à une question encore. Comme tout cas, peut-on annoter les données 3D avec des constats d'état, par exemple, et comparer l'évolution d'un moment historique au fil des années? Ok, alors merci beaucoup pour la question. Là, ce que j'ai présenté sur la gestion dataset 3D, c'est quand même vraiment quelque chose de vraiment nouveau. Et je dirais, en fait, tout est ouvert. Le code, il est là. Si on voulait faire ça, ce serait pas très compliqué. Ouais. Et en fait, on n'a même pas besoin de KM2KM pour le faire. N'importe qui peut le prendre et faire ce qu'il souhaite. Donc, en fait, vous n'êtes pas dépendant de KM2KM ou de qui d'autre avec le modèle open source que je vous ai présenté. Et c'est vrai que c'est ça l'avantage. Maintenant, voilà, vraiment, c'est vraiment un élément que je voulais voulu mettre en avant, c'est que, en fait, quand on travaille dans le monde du logiciel libre, il y a toutes ces libertés qu'on reçoit, et en fait, derrière, finalement, c'est vous, quoi. Qu'est-ce que vous souhaitez? Peut-être vous connaissez des gens qui veulent quelque chose de similaire. C'est aussi vous, en fait, qui avez cette possibilité d'aller piloter les choses dans la direction que vous voulez. Et c'était vraiment l'objectif de vous présenter des user groups en disant, voilà, en fait, on est un certain nombre, on se met ensemble, et puis ensemble, on a des besoins communs, et puis on fait avancer où on a envie, nous, plutôt que d'être dépendant d'un fournisseur quelconque. Et puis, puisqu'on est pile dans les temps, on va prendre la dernière question, on a déjà un petit peu répondu. Avez-vous des exemples concrets d'architecture technique intégrant GeoServer, PostgreSQL, PostGIS et des données BIM? En fait, j'ai répondu déjà celle-là. Ouais. Non, je n'ai pas avec du BIM, mais on a sur d'autres éléments, et je privilégierais vraiment du statique ou des choses custom.